Vous by Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage le projet sur lequel on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Salut tout le monde, bienvenue au 9e épisode de la Vauban Hive. 9 épisodes déjà, je suis vraiment content d'être rendu au 9e. Je sais pas si on va faire un spécial pour le 10e. Aujourd'hui, j'ai à ma compagnie Alexandre Gervais, qui est chez Vauban depuis quoi, 2 ans? Un peu moins, 1 an et quelques. Un an et quelques. Ouais. Dans le fond, Alexandre, je vais te laisser te présenter, mais je vais faire un petit résumé. Dans le fond, Alexandre, il avait parti d'une compagnie qui s'appelait Axio. Puis Vauban a racheté sa compagnie v'là 1 an et demi, finalement. Exact. Puis les employés d'Alexandre et lui-même se sont joints à Vauban, donc bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Fait que pour que les gens sachent qui t'es, finalement, là, peux-tu nous décrire un peu c'est ton parcours, d'où tu viens, puis c'est quoi tes études, puis finalement, c'était quoi ta business, pour mettre tout le monde en contexte? Qu'est-ce qui m'a amené ici chez Vauban? Ben ouais, je vais faire la petite histoire très courte, là. Avant même de parler d'études, ce qui est important de comprendre pour bien voir pourquoi est-ce que j'ai parti à Axio, c'est que je viens d'une famille qui a travaillé dans des usines, dans les entreprises manufacturières à la base. Mes premiers jobs, c'était de passer des fils chez Cascade lorsqu'il fallait automatiser une nouvelle machine, installer des capteurs, quoi que ce soit. Lorsque le palettiseur arrêtait, ben souvent on me demandait de venir remplacer le palettiseur, palettiser sur les palettes manuellement. J'ai toujours travaillé dans des usines. J'ai une famille d'ingénieurs. Mon père est ingénieur, mon frère est ingénieur mécanique. On a toujours travaillé dans le domaine de l'ingénierie et j'ai été un peu le mouton noir de la famille et ayant étudié en commerce, grosso modo. Donc, mon petit background personnel académique a été en commerce à HEC Montréal. OK. Et au final, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales là, pendant mes études. Beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Évidemment. Comme tout entrepreneur, plusieurs essais-erreurs avant d'arriver à un produit. Ben, tout à fait. J'ai eu un projet, ça s'appelait Suits and Sports. L'objectif, c'était de motiver les employés à faire plus d'activités au travail. Complet flop à 100%. Mais bref, dans quelques petites expériences entrepreneuriales, étudiant en commerce, je sors de l'école et là, je rentre dans une petite boîte là, de consultant pendant 1 an et quelques, jusqu'à ce qu'en 2018, j'avais déjà quelques contacts dans des usines de par un peu mon background et on me demande de faire de plus en plus de projets dans le domaine de l'inspection automatisée. J'y reviendrai au cours du podcast, mais vraiment d'installer des caméras afin de détecter des défauts dans des produits, dans des procédés et compagnie. Fait commence à s'intéresser à ça, puis de là, démarre Action 2018, je pourrais vous donner toute la petite histoire. Et en 2021, après 3 ans, Vauban me contacte. Il y a un fit incroyable dès le début, puis j'ai la chance de joindre Vauban suite à l'acquisition d'Axio. Ouais, je trouve ça quand même incroyable que je pense que quand tu as parti ton entreprise, tu avais quoi, 23 ans? Ouais, exactement. Puis 3 ans plus tard, tu la vends à Vauban. Je pense que c'est un achievement quand même pour quelqu'un, là, pour un entrepreneur de réussir à partir de zéro puis aller vendre son entreprise. Tu as parlé tantôt que tu étais dans tu connaissais beaucoup le manufacturier puis ton... Ouais. Axio, c'est un produit qui était issu de cette expérience-là, finalement. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu qu'est-ce que Axio, ça fait concrètement? Ouais. Qu'est-ce que ça faisait? Tout à fait. Donc, Axio, l'objectif, à la base, c'est de faciliter le déploiement de systèmes d'inspection automatisés dans des usines. Fait que juste bien comprendre dans le contexte dans lequel Axio a été créé. Les systèmes de vision automatisés existent depuis les années 1980. C'est pas une nouvelle technologie. Ça existe depuis longtemps. Okay? Néanmoins, c'est encore 76% des entreprises manufacturières aujourd'hui qui vont faire le contrôle de la qualité de leurs produits partiellement ou complètement manuel. Fait que ça, c'est des gens qui, toute la journée, vont 9 à 5 regarder des produits pour détecter des scratchs, des points noirs, vraiment des défauts. Non seulement c'est extrêmement difficile, mais comble ça avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle. C'est impensable d'essayer de combler ces postes-là actuellement parce que c'est à extrêmement faible valeur ajoutée. Là. C'est vraiment la dernière genre de job que les gens veulent, c'est d'inspecter des scratchs de quelques microns là, sur des produits.
C'est ça, mais j'en avais parlé un peu dans le premier épisode sur patates Dolbeck. Ouais, c'est un peu un exemple de ça. Là. Les patates sont triées par un trieur optique qui a un système de vision un peu désuet par rapport à l'AI. Puis là, t'as encore des gens qui devaient prendre les patates une à une puis inspecter, OK, y a-tu telle maladie ou telle autre. Donc, c'est un peu à partir de cette prémisse-là qu'Axio est né. Ben tout à fait. Puis là, au final, là où on a positionné Axios dans le marché, qui nous a permis de travailler avec des super belles business, des Zimmer Biomet de ce monde, des Kruger et compagnie, c'est que dans le domaine de la vision, ce qui est souvent oublié, c'est le côté déployer son modèle un coup qui est entraîné. Donc, par exemple, on a un modèle qui est capable de détecter de la gale sur des patates. Ben, OK, c'est bon, on a entraîné ce modèle-là. On est encore en mode que moi j'appelle labo. Donc, on joue avec des datasets qui ont été collectés, mais qu'on fait complètement hors ligne. On a un modèle qui, sur la base de nos datasets, est bon et précis, mais on ne l'a pas encore déployé sur la chaîne de production. Et au final, les entreprises vont généralement dépenser 80% de leur budget en labo, puis il leur reste juste un 20% quand c'est rendu le temps de déployer, alors que c'est une erreur fondamentale. Ouais. On veut être capable de déployer plus rapidement, d'avoir un système qui est intégré avec beaucoup plus d'équipements industriels, puis qu'on est capable de itérer puis d'avoir plusieurs itérations de modèles plus rapidement. Donc, l'objectif d'Axio, c'est d'avoir une plateforme qui est standardisée, qui permet de se connecter à n'importe quelle caméra de vision industrielle ou presque, n'importe quelle connexion sortante ou presque, puis d'avoir vraiment quelque chose qui est standardisé pour déployer un modèle de vision, puis rapidement aller chercher le ROI dans le fond d'un système d'inspection automatisé. C'est ça. Puis dans le fond, vous avez eu plusieurs projets que vous avez accomplis. Tantôt, on parlait de patates. C'est un projet que Vouban a fait. Mais quel autre projet Axios a fait concrètement? Je ne sais pas si tu as des exemples à nous donner. Ben, tout à fait. Ben oui, quelques exemples. Grosso modo, on a parti initialement en 2018. Là, on travaillait avec des petites PME. On n'a pas tout de suite commencé à travailler avec des grandes entreprises. On a travaillé avec des Plastic More de ce monde, par exemple, qui est une compagnie qui fait de l'injection plastique dans la région de Saint-Damien-de-Buckland. Et on faisait de la détection de défauts dans des produits plastiques, par exemple. Ensuite, on a travaillé éventuellement avec Kruger. On a fini par travailler avec Zimmer Biomet, qui est une compagnie médicale qui font des appareils pour de la chirurgie automatisée, pour faire simple. Et encore une fois, dans du contrôle qualité pour rester dans les grandes lignes. Mais on a eu la chance de travailler toujours dans des projets de contrôle qualité, mais généralement dans des volumes qui grossissaient, dans des applications où est-ce que la pression devait être de plus en plus critique. Là. Entre autres, on a travaillé dans le domaine pharmaceutique. On inspectait des seringues. Donc, croyez-le ou non, mais il y a encore des entreprises au Québec qui manuellement inspectent des seringues pour détecter des petites particules de plastique ou de métal ou même des cheveux qui peuvent se ramasser dans ces seringues-là. Fait que le taux d'erreur, on peut s'attendre à ce qu'il soit élevé juste par la complexité ou la difficulté de détecter tous les défauts qu'il peut avoir dans un... C'est impossible. Là. Dans l'entreprise qu'on travaillait avec, il y avait 2 seringues qui passaient entre 1 et 2 seringues à la seconde. Et là, moi, j'ai 1 seconde pour détecter une particule de 250 microns dans mon liquide. C'est contre une backlight qu'on appelle, c'est complètement impossible de détecter ça. Donc, au final, souvent, les entreprises vont avoir une armée de personnes hors de la chaîne de production qui, une à une, vont prendre chacune des fioles ou chacune des seringues pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules avant d'envoyer ça dans les cliniques, par exemple. J'ai une question j'ai une question pour toi. Tu sais, dans le fond, tantôt, tu me dis que tu avais travaillé, tu as étudié en commerce. Puis là, tu me parles que tu pars une business qui est vraiment comme, on parle d'AI, d'intelligence artificielle, de machinerie, puis d'ingénierie. Comment tu as fait pour aller chercher l'expertise pour que tu puisses partir ta business? C'est une excellente question, puis en fait, ma réponse, ce sera un mélange de 2 choses. Là. De 1, je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai eu la chance d'avoir des premiers employés qui m'ont joint qui étaient exceptionnels, qui avaient de la vision, qui étaient techniquement excellents. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors aussi qui m'ont amené plus de connaissances du milieu industriel, des procédés de fabrication, etc. Fait qu'autant sur l'intelligence artificielle en soi, les modèles, j'ai eu des gens exceptionnels autour de moi que ma compréhension de l'industrie. Puis la deuxième chose, en fait, parce que oui, en effet, j'ai pas un background d'ingénierie, mais c'est un peu ce que je disais, j'ai toujours gravité autour de la technologie sans que ça soit ma formation, fait un peu le mouton noir de ma famille. Et je suis quelqu'un qui est très curieux. Fait que les gens autour de moi disent que je pose beaucoup de questions, du style beaucoup de questions. Puis à force de poser des questions sur comment ça marche, pourquoi est-ce que tu as fait ça, tu finis par comprendre un peu les rouages à très haut niveau là, de la technologie. Fait que là, de ce que je comprends, c'est que tu as bâti une entreprise qui s'appelait Axios
elle fonctionnait, t'avais des employés qui étaient sa coche, qui techniquement vraiment hot. Exact. T'as des gens qui t'engageaient pour utiliser ton produit. Puis là, il y a Vauban qui arrive et qui dit ouais, salut Alexandre, je te propose de racheter ton entreprise. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à la vendre puis venir travailler avec nous finalement? Ouais. Ben c'est sûr, c'est une excellente question. Puis ultimement, la réponse c'est c'est jamais exactement comme ça que ça arrive au sens où c'est pas parfait, bonjour, on est prêt à t'acheter. Initialement, ça avait commencé avec des discussions de mieux comprendre Vauban, que je connaissais déjà sur le marché, évidemment, parce qu'on a la chance d'être extrêmement bien positionné. On fait des choses qui sont incroyables au Québec. Fait que je connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais rencontré Hugues et Kevin là, qui sont derrière Vauban. Et là, ça avait commencé avec quelques discussions initiales, juste bien comprendre la vision de Vauban, partager ma vision d'Axio pour réaliser que nos visions, en fait, étaient extrêmement alignées. Vauban va faire plus que du contrôle de la qualité, plus que de la vision, mais entre autres des projets comme Delbec. Fait que lorsqu'on avait la vision de qu'est-ce que le contrôle de la qualité automatique va devenir les prochaines années, on était complètement alignés en termes de technologie, de l'importance de facilité de déploiement, etc. Fait que ça commençait avec un alignement vraiment parfait. Et ensuite, ben là, de cet alignement-là, on a vu que les étoiles pourraient s'aligner au niveau de joindre nos forces. Autant, d'une part, pour l'équipe qu'on avait rassemblée qui était vraiment très qualifiée, qui était partante puis qui avait hâte de joindre Vauban, que moi-même, en fait, pour être capable de joindre une organisation qui a beaucoup plus de visibilité, de moyens, de personnes, etc. Parce que lorsque tu es en startup, tu rêves de la Lune, tu veux faire le meilleur produit de l'histoire de l'humanité, mais on était 6 à la transaction. OK. Fait que t'as beau rêver d'avoir la meilleure application du monde de vision artificielle, quand t'es 6, t'es quand même limité par ce que tu peux faire. Tu sais. Puis je me souviens, quand l'achat s'est passé, t'as Kevin qui nous en parlait avant que ça se passe. J'étais là, puis il nous disait « OK, on va racheter une startup, ça s'appelle Axio. » Puis là, vous partiez de Montréal. Ouais. Puis vous étiez en route vers Québec. Puis là, il fallait que tu annonces au gars de ton entreprise, ouais, on s'en va chez Vauban, puis c'est parce on se fait racheter. Tu sais. Ouais. Comment ça s'est passé à ce moment-là, Mon Dieu. l'échange? Ben, ultimement, extrêmement positif. Tout le monde était vraiment extrêmement surpris et content. C'est sûr que c'était un moment qui me stressait énormément parce que on avait bâti une mini-culture à l'intérieur d'Axio qui était forte. On était un petit groupe, puis lorsque j'ai vendu, une des choses qui était le plus importante pour moi, c'était de voir l'intégration de mes employés dans Vauban, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire au day-to-day, c'est quoi la culture d'entreprise chez Vauban, puis m'assurer que tout le monde chez Axio serait encore mieux lorsqu'il rentrerait chez Vauban. Fait qu'au final, je me souviens, on était dans l'auto, il pleuvait à Sio, cette journée-là, il faisait vraiment pas beau. Et on fait la route, puis je pense que Montréal, Trois-Rivières, c'était du chat léger. Comme ça, l'atmosphère était détendue. Dépasser le Madrid, là. Il me semble que c'était à peu près ça. Ouais, Il me semble que c'était à peu près ça. Il nous restait 1 heure et quelques, c'était à peu près le bon délai. Parce que sinon, 3 heures, ça fait beaucoup de temps pour des questions. Puis là, je voulais qu'il y ait certaines questions que c'est pas moi qui voulais répondre, que je voulais que ça soit vraiment Vauban qui explique comment ça va se passer, la culture, l'intégration, etc. Fait que, ouais, il me semble que c'est aux alentours de Trois-Rivières que j'ai commencé à en parler à l'équipe. Puis tout le monde était aligné, tout le monde connaissait déjà Vauban, tout le monde était super content. C'est ça. Puis comme dans ton équipe, il y avait des gens d'AI, ben il y en a qui se sont joints à mon équipe. T'as Kevin qui est toujours là en ce moment, puis qui a ramené toute son expertise justement de vision, puis d'électronique, puis lui, il y avait des cours en France. Là, je pourrais pas vous dire l'équivalent avec ici, là, mais c'est très cool de travailler avec lui. Tu sais, en partant de ton entreprise, il y a plein d'expertise que tu as accumulé puis de l'expérience, puis comment tu réutilises cette expérience-là chez Vauban, puis quel job tu fais maintenant chez Vauban finalement? Oui, tout à fait, c'est mon exemple. Chez Vauban, aujourd'hui, je suis chargé au développement des affaires. Donc, ma responsabilité, c'est d'accompagner les clients dans le début de leur aventure avec nous, dans le début de leur transformation numérique, dans le début d'un projet d'AI, leur expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire, qu'est-ce que ça peut pas faire, c'est où les zones grises d'un projet, puis vraiment de coordonner les bonnes personnes de mon équipe pour être capable d'accompagner le client dans ses débuts, là, dans les étapes qu'on appelle chez nous de problem framing et de project shaping, qui permettent de vraiment accompagner le client avant de commencer à réaliser son projet. Ça, c'est mon rôle chez Vauban aujourd'hui, vraiment le poste de développement des affaires. Et ta question, c'était avant? Avant, dans le fond, c'est quelle expertise tu as accumulée chez Axio que tu utilises en ce moment? Qui me sert. Ouais. Ben, c'est sûr que tout le bagage que j'ai pris technologique chez Axio, d'avoir à
tout comprendre. Parce que chez Axio, j'étais non seulement le vendeur, le comptable, j'étais également le chargé de produit, le product owner. Tu sais, j'avais quand même plusieurs chapeaux que j'avais. Et donc, dans la responsabilité de product owner, de gérer la vision du produit, puis l'avancement et compagnie, ça me forçait un peu à me mettre les deux mains dans le code, puis de comprendre un peu l'avancement, puis les user stories qu'on crée, etc. Fait que bref, le bagage technologique que j'ai acquis chez Axio me sert aujourd'hui dans mieux accompagner, puis mieux comprendre les clients qui ont des profils techniques, puis qui veulent déjà qu'on parle de solutions. Fait que ça. Et sinon, ben tout le côté, je dirais, pas débrouillarder, c'est pas le bon mot, là, mais lorsque tu es en startup, t'es 6. Puis je veux juste le répéter. Puis avant d'être 6, on était 4. Puis avant d'être 4, j'étais tout seul. T'sais. Fait que de trouver des solutions par soi-même, puis de ne pas avoir peur de pousser et compagnie, je pense que ça m'aide aujourd'hui dans mon poste. Tantôt, tu as parlé un peu de la vision du produit Axio. Tu sais, comme le produit Axio existe encore puis il est intégré au produit de vision de Wooban. Tout à fait. C'est quoi ta vision pour ce produit-là maintenant qui est rendu chez Wooban? Tout à fait. Ben, fondamentalement, l'objectif est toujours le même. D'aider les entreprises dans la partie qui est souvent négligée et qui est extrêmement importante, soit de prendre un modèle qui est entraîné sur mesure pour peu importe le besoin de l'entreprise, puis de le déployer dans l'usine. Plus rapidement, plus efficacement, avec beaucoup plus de visualisation possible sur l'état du système, les images prises, etc. Donc, de vraiment standardiser tout ce qui est standardisable, soit le déploiement. Fait que ça a toujours été aligné. Puis maintenant, ce qui est le fun avec Wooban, c'est qu'on a beaucoup plus de reach. On parle à plus de monde, on parle à plus d'entreprises, dans beaucoup plus d'industries. Axio, historiquement, vers la fin, je travaillais beaucoup dans le domaine médical. Fait que dans tout ce qui était régulation FDA, Food and Drug Administration, fait que tout ce qui est les restrictions alimentaires. Pas que j'aimais pas ça, mais ça vient avec son lot de complexité de travailler dans des environnements FDA. T'sais. Fait qu'on en fait encore chez Wooban, mais on a la chance de déployer des projets. Le patate de bec, c'était avant l'acquisition, mais dans des patates, par exemple. Puis aujourd'hui, on travaille avec d'autres entreprises dans le domaine alimentaire où est-ce qu'on déploie Axio pour faire de l'inspection d'oignons, d'aubergines et compagnie. Fait que ça te permet de voir ton ancien produit scalé à plus grande échelle, plus rapidement. Ben, tout à fait. Qu'à l'utiliser. Puis d'avoir plus de feedback de l'équipe. T'sais. Parce que lorsque j'ai fondé Axio, encore une fois seul, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Là. Puis ça a été long avant de bien comprendre le marché puis de mettre une bonne stratégie en place. Puis est-ce qu'on avait une stratégie aussi bonne qu'aujourd'hui, ce qu'on a pour le produit? Des années-lumière. T'sais. Mais ça, c'est toute l'équipe que Wooban a, puis toutes les personnes brillantes autour de la table qui permettent de non seulement améliorer le produit, mais d'améliorer la stratégie de positionnement, de vente et compagnie. J'ai envie de parler avec toi un peu de ta vision, une vision un peu plus large sur l'AI. Chez Wooban, on a une grosse équipe d'AI, on fait plusieurs projets. Il y a de la vision, il y a plein de choses. Mais tantôt, tu as parlé, que quand tu parles aux entreprises, tu leur dis qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. D'après toi, qu'est-ce qui est pas possible en ce moment, puis qui va l'être bientôt, puis qui va vraiment changer la façon dont on voit les problématiques, soit manufacturiers ou autres, ou on peut élargir ça. Là. Ben, en fait, je te répondrai en 2 segments. C'est une maudite bonne question. Je crois, en fait, une chose que les entreprises comprennent pas aujourd'hui, puis c'est pas vraiment de leur faute, c'est qu'il y a tellement un buzzword autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est pas encore rendu, et on est loin, à mon avis, d'une intelligence artificielle que je vais dire générale, ou même proche d'être générale. Je vais te définir ma pensée. Aujourd'hui, parlons de Dolbec, qui est un projet que j'adore, le modèle que Wooban a développé pour Dolbec, il est excellent à détecter des défauts dans des patates. Mais si je reprends ce modèle-là pour détecter des défauts dans des oranges, il risque d'être complètement pourri, horrible. Alors qu'un humain, je vais peut-être devoir passer 5 minutes avec toi de dire, ben oui, dans le fond, ce qui était des taches noires sur la patate, c'est un peu la même chose avec des oranges, mais c'est un peu plus vert. Là, tu vas dire, OK, parfait, il faut que je regarde des taches vertes. J'ai pris 5 minutes de formation pour transférer ton modèle cérébral vers un nouveau produit complètement. Aujourd'hui, en IA, on n'est pas là du tout. Les modèles sont, l'anglicisme task spécifique, sont vraiment faits pour des tâches. Ils vont devenir très bons là-dedans tant qu'on leur donne des données, mais la transférabilité est un challenge immense. Puis les clients, souvent, vont nous dire « Ah, ben, parfait, j'ai plein de types de produits, fait qu'entre-moi un modèle, puis il va détecter tous mes types de défauts sur tous les produits. » Ou, dans des prédictions des ventes, par exemple, ben, d'être capable de tout prédire ou de tout faire dans mon entreprise grâce à l'IA.
sais, on n'est pas encore là. Fait que la première chose à comprendre, c'est vraiment l'importance des données, l'importance d'avoir des use cases qui sont bien définis, qu'on définit ensemble, mais tu sais, l'IA, c'est pas magique. Puis, on le répète souvent. C'est magique une fois que tu vois le résultat. Ben exact, ça c'est magique. Mais vraiment, on n'est pas encore à une intelligence artificielle que je vais appeler générale où est-ce qu'on est capable de la transférer partout. Mais juste par exemple, les voitures Tesla, ils ont promis beaucoup, là, les voitures autonomes qui chauffent tout seul, mais juste à penser une journée comme aujourd'hui, il fait tempête dehors. Je vois difficilement une Tesla aller être conduire de façon autonome dehors alors qu'un humain dit il n'y a pas de ligne, c'est pas grave, ou il y a moins de vision, on s'adapte vraiment facilement aux différentes contraintes. Là. Puis si Tesla, par exemple, entraînerait seulement son modèle en Amérique du Nord, puis il s'en va dans des pays où est-ce que la route est, dans le fond, les gens conduisent à l'envers ou à l'endroit pour eux, là, ben je serais pas sûr que le véhicule performe si bien dans d'autres pays s'il n'a pas reçu des données de d'autres pays. Les mêmes routes, là, mais configurées différemment. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur des robots tout de suite. Là. C'est ça qu'on essaie de dire à la Terminator. Moi, je pense pas. On a parlé tantôt, juste avant de rentrer, là, j'aimerais ça t'emmener vers d'autres sujets. Là. On a parlé un peu de la génération d'images, des GAN. Je pense que c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup. C'est malade. T'as-tu des exemples de choses qui te font triper des différents domaines ou d'outils qui ont été développés? Là? Ben, parlons de ça. Moi, c'est le sujet qui me fascine le plus aujourd'hui en intelligence artificielle. C'est tout ce qui est la génération d'images, la génération de vidéos, la voix de synthèse automatique, puis tout ce qui est le concept des deepfakes. Puis je sais que ça t'intéresse beaucoup également. Là. Ouais, exact. J'avais vu, puis je suis sûr que tu pourrais me dire exactement c'était quoi, mais j'ai vu un article que récemment, dans un concours d'art aux États-Unis, je pense, un artiste avait soumis son art, grosso modo, qui était comme Space Opera, quelque chose comme ça. Exact. C'est oui, c'est ça, exact. Puis dans le fond, le gars, il avait utilisé un modèle de génération d'art pour le faire. 100% généré par un ordi. Puis vous pouvez l'utiliser, là, ça s'appelle Midjourney. Celui que le gars a utilisé pour gagner le concours s'appelle Midjourney. Puis ça te génère des images. Il y a un feeling très artistique, peinture artistique, un peu jeu vidéo de ce modèle-là en particulier. Puis ça fait des images super flyées. Ah, c'est magnifique la peinture. C'est ça. Puis la limite de ces modèles-là, finalement, c'est la résolution, mais le gars, il a pris un autre modèle de upscaling, d'intelligence artificielle pour rajouter de la résolution, puis le monde n'en a vu que du feu, ils ont donné le premier prix. Mais non, mais c'est exactement ça. Puis là, ça fait tout un scandale qu'un ordi pouvait gagner un concours d'art. Mais à la fin, si tu le sais pas, moi, j'aurais pas pu dire. Ça semble être une peinture qui est magnifique. Tu sais, je sais pas si tu te souviens du film, je pense que c'était I Am, un coup de genre avec Will Smith. Oui, il y a comme des robots. Puis à un moment donné, il dit, mais est-ce qu'un robot pourrait faire composer une pièce de musique classique? Puis le robot, il répond, est-ce que toi, tu peux? Dans le sens que on se sépare un peu. On se dit, il y a juste l'humain qui peut créer, mais finalement... Puis on débattait de ça tantôt. On se disait, mais ce qui distingue l'humain, c'est un peu l'imagination, c'est de créer à partir de rien, si tu veux. Ouais. Puis l'IA, elle, crée cette peinture-là. Tu sais, par exemple, le tableau a été créé à partir de plusieurs images qu'elle a vues par le passé. Puis là, on lui a donné, j'imagine, des mots, puis ça a créé cette peinture-là. Puis elle a compris le sens, ou elle a créé à partir de ça, mais elle a juste appris à partir de données qu'elle a déjà vues par le passé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour expliquer un peu, là, il y a un modèle qui est open source, si vous voulez l'utiliser, ça s'appelle Stable Diffusion. C'est assez simple à utiliser, là. Il y a des repos, il y en a plein sur GitHub. Vous pouvez aller voir, là, mais les modèles ont été entraînés sur 2,3 milliards d'images environ. Puis chaque image, il y a une description. Là, fait que ils ont utilisé des espèces de scrapers qui passent dans Internet puis qui accumulent des images. Puis les datasets sont accumulés tranquillement. Puis entre autres, il y a une partie du dataset qui utilise tu sais, quand tu fais du front-end, tu mets une image, il y a comme une description pour ceux qui sont aveugles, pour avoir les descriptions. Ils ont utilisé ces descriptions-là, puis ça a rentré dans le dataset de génération. Mais c'est ça, fait que le modèle était entraîné là-dessus, fait qu'il a compris comme, pas le sens, je sais même pas comment dire, mais il a compris comme l'espace de ces 2,3 milliards d'images-là. Puis ensuite, quand toi t'arrives et tu fais une nouvelle description, il va te créer une nouvelle image pas du néant, là, mais tu sais, pratiquement du néant, là, dans le fond. Mais c'est pas vraiment du néant, c'est ça mon point, c'est que, tu sais, il crée pas à partir de rien, il crée à partir d'un apprentissage. Puis là, il y en a qui pourraient dire, mais les humains, c'est un peu ça notre force, c'est d'imaginer à partir de rien, mais
Moi, j'aurais tendance à dire que les humains créent à partir de toutes les images qu'ils ont été entraînés à voir depuis qu'ils sont nés. C'est la même chose. On s'influence entre nous. Là. C'est pareil, tu sais, un artiste, là, c'est pas vrai qu'un artiste s'influence pas des autres. Là. N'importe quelle la musique. C'est la musique évolue dans plein de sens parce qu'il y en a un qui a écouté quelque chose, il a écouté 2 bandes, puis il a fait hey, mais je pourrais prendre la moitié des 2 bandes à peu près, là, tu sais, puis créer un nouveau type de musique. Mais j'ai l'impression que l'Eric fait la même chose. Il voit 2 images. T'as eu, je sais pas, Kandinsky qui fait tel type de peinture, puis t'as Caspar qui en fait un autre, puis il fait un autre style entre ces 2 styles-là, c'est un nouveau style qu'on n'a jamais vu. Puis là, on pourrait débattre un peu sur à savoir est-ce que c'est de la vraie création ou pas, puis... ça serait tout un autre débat sujet pour un autre podcast, qui sait. Mais moi, ça me fascine complètement ce domaine-là, puis ça m'amène un peu au deepfake et compagnie, de dire, de différencier le vrai du faux. Je crois plus tard, ça va être un défi. Ouais, clairement. Là. Tu m'en parlais tantôt justement les deepfakes où tu as la vidéo plus la voix. Fait que ils remplacent le visage. Tu pourrais dire, on va faire une vidéo de Trump, tu prends quelqu'un d'autre, tu remplaces son visage par le visage de Trump, puis tu remplaces sa voix. Exact. Puis carrément, si tu portes pas attention, tu vois pas le... Tu sais, mais ça, en même temps, je ramène ça aux manufacturiers. Okay? Puis à Axio, aux produits et compagnie. Une chose que je vois comme potentiel de cette technologie-là, malgré que c'est limité parce qu'il faut quand même des vrais exemples de données, mais beaucoup d'entreprises manufacturières aujourd'hui, lorsqu'on arrive pour déployer un système de vision automatisé, bien, nous, on leur demande, pour entraîner un modèle d'AI, donne-moi des images de produits conformes, donne-moi des images de produits défectueux. Comme ça, on va utiliser ces données-là pour entraîner le modèle à comparer les deux ou à détecter la différence entre les deux. Et les entreprises manufacturières, souvent, vont nous dire, ben parfait, des images conformes, on va t'en donner 10 000 si tu veux. Mais des seringues avec des cheveux à l'intérieur, 1, j'en produis pas beaucoup, puis c'est volontaire. Puis 2, chaque seringue que je produis me coûte peut-être 50, peut-être 100 pièces l'unité. Fait que je veux-tu vraiment t'en donner 10 000 des seringues avec des cheveux que je suis obligé de mettre à la poubelle après? Donc, toute la création de jeux de données de produits non conformes est extrêmement complexe lorsqu'on fait des projets de vision. Et ça prend un temps, pas un temps fou, c'est faux, mais ça prend une portion du temps d'un projet de juste collecter un jeu de données qui est propre, qui est prêt à l'entraînement. Puis aujourd'hui, avec toutes les images de synthèse et compagnie, malgré qu'il faut des jeux de données réels pour être sûr que le modèle n'a pas un biais et que ça prend sur des données fausses, ben aujourd'hui, on peut utiliser des modèles qui vont avoir appris ça ressemble à quoi un scratch, puis d'ajouter des scratchs à des produits conformes pour augmenter le jeu de données. C'est un peu l'idée. Là. Mais dans tous les cas, on va tester sur des vrais jeux de données. Fait que si ça s'améliore, on va le voir que ça marche avec les vraies images. Fait que, mais tu sais, c'est des technologies qui permettent d'accélérer encore une fois le déploiement de projets de vision. Fait que ce domaine-là me fascine complètement. L'IA générative, là. Ouais, ben moi aussi, là, ça me fait vraiment triper. Là. Tu sais, le monde qui me connaît, je pense les 3 derniers mois, tous mes temps libres je les passe là-dessus à comprendre comment ça marche. Tous les tenants et les aboutissants des 3 modèles qui ont sorti. Comment tu trouves l'inspiration pour écrire les phrases qui génèrent tes images? Ce que je dirais, là, c'est que, tu sais, moi, dans une autre existence, j'ai été photographe. Là. OK. Puis ce que j'ai remarqué, c'est quand tu utilises des mots vraiment précis, techniques, ça, mettons, je veux créer une image, mais je vais spécifier le type de lentille, la focale, je vais spécifier comme est-ce que je veux que ça soit l'ouverture de la lentille. Ouais. Puis j'essaie de chercher des mots vraiment comme très, très spécifiques au domaine. Dans ce cas-ci, c'est de la photographie, mais si c'est de la peinture, ça peut être tel type de contraste. Puis là, j'allais chercher des termes, là, j'ai oublié, là, mais un terme qui définit les contrastes entre les noirs et les blancs. Okay. Là, tu vois, ça rajoute du contraste dans ton image. Okay. Fait que la connaissance un peu de ce que tu essaies de générer aide vraiment beaucoup à la génération des prompts. Là. Ouais. Mais sinon, j'ai trouvé des sites où le monde met leurs prompts avec des exemples, puis finalement, à force d'en voir plein, un peu de ça. Tu peux t'inspirer, dire lui, il a utilisé tel mot, ça fait tel twist dans l'image, ça c'est cool, je vais le mélanger avec tel autre. Puis, Mais c'est un peu toujours une surprise, j'imagine, ce qui sort après que tu aies rentré ton texte. Hein. Ben, c'est le premier. Là. Tu sais, admettons que tu écris un texte, là, le premier coup, tu cliques sur, tu fais générer. Là, l'image sort, t'es comme, OK, pas pire, je vais en faire comme 10 autres avec des sites différents pour voir comment ça change, mais. C'est très cool. Sérieusement, ça, je pense je pourrais en parler pendant 1 heure de temps. Là, c'est très malade. Tu sais, dans le fond, ça fait 1 an et demi que t'es chez VooBand, puis notre objectif avec le podcast, c'est aussi d'attirer les gens chez VooBand. Tout à fait. On parle des projets et tout ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui aimerait venir travailler chez VooBand, soit en dev, soit en AI, ou dans n'importe quel autre
autres postes possibles chez Vauban? Ouais. Tellement de choses appliquées, mais ça serait la façon facile. Non, pour vrai. Puis, en fait, je suis bien placé, je crois, pour dire à quel point Vauban a vraiment un environnement de travail qui est... T'as pas beaucoup ça au Québec. Puis je m'explique, c'est que je venais justement d'une start-up où est-ce qu'on faisait nos projets, on avait notre vision, on était assez, pas encloisonnés, mais on avait notre propre façon de faire. Puis de rentrer 4 employés, par exemple, d'un coup dans une nouvelle entreprise avec une nouvelle vision, des valeurs, etc., ça aurait pu être complexe, voire raté. Là. Et ça s'est fait merveilleusement. Puis ça, c'est un petit peu tout ce qui est chez Vauban, la culture, les gens et compagnie qui font que ça marche. Fait que concrètement, moi, je pense dans les choses qui m'ont le plus motivé à faire le pas puis à joindre Vauban puis à vendre Axio, c'est entre autres, je dirais 2 choses en fait. Maintenant que je pense, je dirais 2 choses. 1, le type de projet qu'on travaille. L'IA, il s'en fait, mais beaucoup de ce que je vois au Québec en IA, c'est fait en mode recherche. C'est jamais vraiment appliqué sur des entreprises réelles, sur le plancher de production, etc. Vauban a la chance de travailler dans plein de domaines différents, mais tout ce qu'on fait, ça finit toujours en production, puis ça change la vie de vraies personnes dans ces entreprises-là. Puis moi, ça me fascine toujours. Le côté réel de toute la technologie qu'on développe, pour moi, me fascine. Sur ce point-là, ce que je trouvais vraiment, vraiment hot, c'est que on fait de l'AI qui n'est pas nécessairement pour des entreprises qui sont les plus grosses. C'est qu'on veut prendre une petite entreprise, des PME, puis venir les aider avec l'AI, puis ça a un impact concret pour eux, puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Exact. On parle souvent de Delbec, je pense que vous avez parlé des SBI dans le podcast, prédit des ventes pour des foyers. C'est complètement fou. Ouais. On est rendu à 88%, je pense, de précision, etc., presque 12 mois en avance sur la performance du système. Ça transforme complètement leur entreprise. Puis SBI, c'est une PME québécoise qui vend des foyers, puis ils ont mis de l'intelligence artificielle dans leurs opérations. C'est que c'est accessible. Ça me fait capoter. Puis la deuxième chose, je dirais, c'est l'équipe. L'équipe chez Vauban, c'est non seulement des gens extrêmement compétents et intelligents, mais c'est des gens le fun. C'est le fun de travailler chez Vauban. C'est pas difficile, c'est plaisant. On a du fun à développer de la technologie rapidement et efficacement, mais on a du fun à le faire. Ouais. Ça, c'est pas partout que tu as ça. Non, puis je le vois aller. Quand je suis rentré chez Vauban, je pense qu'on était 16 à peu près. Puis on est rendu une centaine. Exact. Puis tu sais, je vois que la vibe se maintient dans le temps. Là. Ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre. Puis tu sais, même juste dans l'équipe d'AI, là, quand je l'ai starté, j'étais tout seul. Finalement, quand le département est parti, j'étais tout seul. Puis là, on est rendu à 18, 19. Ouais. Puis on maintient, tu sais, il y a tout le temps une espèce de vibe qui se maintient dans le temps. Puis à chaque nouvelle personne qui rentre, tu vois que elle s'intègre vraiment bien. Tout à fait. C'est ça qui est très cool. Fait que les projets puis les gens. C'est bien résumé. Pour moi, ça serait ça. Merci Alexandre. Sérieusement, belle conversation. Puis peut-être que j'aimerais ça te réinviter pour parler, faire un podcast encore un peu plus rêveur, je sais pas comment dire. Quand tu veux. Si on veut parler de génération d'images, de gamme. Le futur de la technologie. Ouais, ça serait vraiment nice. Mais, merci d'être venu aujourd'hui. Un immense plaisir.